veut dire quoi EPS? Physique et sportive. Physique et sportive. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette soirée de l'éducation physique et sportive. Quel gym en éducation physique et sportive? Alors, avant toute chose, quand même, on continue à vous souhaiter les meilleurs vœux pour cette année 2025 à tous les participants et participantes. On peut espérer beaucoup plus de justice sociale en France, mais aussi dans le monde, car aujourd'hui, je pense que plus que jamais, on a besoin de paix et de justice. Pour notre discipline, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? Peut-être c'est une 4e heure hebdomadaire pour les classes au moins de 5e. Pour commencer, ça sera une belle avancée pour ce début d'année. Alors ce soir, nous allons parler de gymnastique. Dans les années 70, les professeurs de PS étaient souvent appelés profs de gym. Les vidéos des séances de l'époque témoignent d'une gymnastique axée sur le maintien et la souplesse, avec des grands exercices collectifs. Faire de la gym relevait alors davantage d'une recherche de redressement corporel ou de préparation physique générale en quête d'exploits acrobatiques. Aujourd'hui, la gym scolaire peut être acrobatique, artistique, rythmique. Elle se trouve au cœur d'une tension entre exploit et maîtrise, prise de risque et gestion du risque. Mais la gym évolue aussi. Elle peut être hybride, adoptant aussi d'autres formes. On voit aussi apparaître l'acrosport ou le parcours. Est-ce une évolution ou un contournement? Modernité, hypermodernité ou tradition? Mais plus fondamentalement, qu'est-ce que apprennent les élèves aujourd'hui en gymnastique? Quelle gymnastique nous avons aujourd'hui à l'école? Au haut niveau, quelles sont les principales évolutions? Et la gym moderne, est-ce qu'on continue toujours de tourner, de voler vers des exploits toujours plus extraordinaires? Nous allons explorer toutes ces questions avec plusieurs invités avec qui nous allons partager leur vision de la gymnastique pour qu'elle retrouve toute sa place dans les programmations d'éducation physique et sportive. Apprendre à tourner ou à tenir en équilibre sur les mains ne devrait-il pas avoir la même place que le savoir nager ou le savoir rouler à l'école? Ces compétences ne constituent-elles pas des clés d'entrée vers de nombreuses activités? Alors ce soir avec nous, nous avons 4 invités. Je vais commencer par notre invité qui est en ligne et qui s'appelle Marie Janicot, qui est professeure de PS à l'Académie de Dijon. Bonsoir Marie et bienvenue dans la soirée de l'EPS. Nous avons 3 invités aussi en présence sur le plateau de la soirée de l'EPS. Je commence par Marianne Assadi, qui est donc juge officielle internationale, mais qui a été aussi formatrice à l'UFR STAPS de Dijon, si je ne me trompe pas. Bonsoir et bienvenue. On a Benoît Lanier qui a été prof de PS dans l'Académie de Créteil, qui est devenu IPR depuis quelques années maintenant. Merci Benoît de ta participation à cette soirée et bienvenue ce soir aussi. Et nous avons aussi Mélanie Pelletier qui est professeure de PS dans l'Académie de Versailles. Et bienvenue aussi Mélanie. Alors Marianne, nous allons commencer la soirée avec toi. Donc je disais, tu as été prof de PS, formatrice, mais aussi très récemment, hein, au JOP de Paris, en 2024, tu as occupé la fonction de juge officiel des compétitions. Est-ce que tu peux caractériser la gym d'aujourd'hui? Quelles sont les tendances est-ce que tu peux nous dire un peu les grandes tendances de l'évolution que tu as pu constater, toi, en tant que juge de la gymnastique, on va dire, actuelle? Ok, alors bonsoir à tous. Juste pour revenir, effectivement, j'ai fait la moitié de ma carrière en tant que prof de PS en collège et l'autre moitié à l'UFR STAPS de Dijon. Et depuis 1996, 13, juge international. Et donc, j'ai fait les JO de Rio et les JO de Paris. Voilà, sélectionné par la Fédération internationale. Donc, pour la gym, effectivement, tu parlais de gym avec le corps redressé, une gym lente. Maintenant, on est une gym d'élan avec une très grande vitesse d'exécution dans l'enchaînement des appuis manuels et pédestres et dans la réalisation de figures acrobatiques. Nombreuses rotations multiples dans des nombreux passages aériens. Et l'évolution, elle est très acrobatique et elle est bien sûr en parallèle avec l'évolution des agrès qui se modifient et qui permettent cette élasticité, ce dynamisme, cet élan. Mais
Il faut savoir que le code de pointage de la Fédération internationale, donc le règlement, hein, quand on parle de code de pointage, c'est le règlement, euh, qui détermine l'évaluation des prestations, fait en sorte de privilégier une belle exécution et plutôt qu'une prise de risque non maîtrisée et dangereuse pour les gyms. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu l'évaluation pour que vous compreniez en fait l'importance d'une belle exécution par rapport à l'acrobatie. Et donc, vous avez la note finale, en fait, qui est l'addition d'une note difficulté, une note D, ce qu'on appelle note D, plus une note E qui est une note exécution, moins les pénalités. Et vous allez comprendre, la note de difficulté, elle comprend en fait 8 difficultés. Pour vous dire, elle est entre 0 et 10. Chaque difficulté, en fonction de la difficulté, de la complexité, vaut 0,10 jusqu'à un point. Il faut savoir que dans le code de pointage, dans tout le code de pointage, je vais dire féminin, je n'ai pas vu le masculin, mais on ne doit pas être loin pareil, vous avez 2 difficultés en fait, à 1 point et à 0,9. Le maximum de difficulté se trouve entre 0,10 et 0,8. Et on en totalise que 8. Et même les garçons, depuis cette année, depuis le nouveau code, avant ils pouvaient totaliser 10 difficultés, ils vont sur le fait de diminuer et d'aller sur 8 difficultés comme les filles. Donc ça montre bien que, ok, de l'acrobatie, mais pas n'importe comment. On a dans cette note D des exigences de composition, des valeurs de liaison qui apportent des bonus en fonction de la complexité de certaines liaisons. Et puis, vous avez de l'autre côté la note E d'exécution qui est sur 10 points. Il faut savoir que la note D, depuis 2004, elle est, on va dire, ouverte. Avant, elle était sur 10. C'est pareil, ça change énormément. La note E d'exécution, actuellement, vous avez par exemple, c'est ce qu'on retire, ce sont les fautes d'exécution. Petite, moyenne, grosse faute, 0,10, 0,3, 0,5, c'est 1 point la chute. Vous voyez tout de suite la différence. Si l'acrobatie, même je prends une grosse acrobatie à 1 point, si je chute à 1 point, bah, ça ne valait pas forcément le coup de la mettre. D'accord? Avant 2004, il faut savoir que les fautes, c'était beaucoup moins important. C'était 0,10, 0,20, 0,30 et 0,50 la chute. Donc, ils ont vraiment mis le paquet sur l'exécution pour que les gyms ne prennent plus de risques. Et depuis 2017, il y a encore une nette évolution aussi sur les fautes d'artistique qui maintenant vont jusqu'à 1,30 à la poutre et 1,60 au sol. Ce qui est important, ce qu'il n'y avait pas avant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'items sur le rythme, la fluidité de l'enchaînement, et puis des items, par exemple, comme au sol, sur la capacité corporelle, au niveau de la chorégraphie, d'émettre des émotions, voilà. Et donc, ça nous fait toute la note d'exécution. Et pour vous donner un ordre d'idée par rapport au JO, une très bonne note de difficulté, alors je vais parler des agrès, et à chaque fois vous avez entre parenthèses le saut qui est un petit peu différent. Une note de départ, très bonne note, c'est 5,8. Une excellente note de départ, c'est 6,60. Par contre, en note d'exécution, une très bonne note d'exécution est à 8,20. Une excellente note d'exécution est à 8,8. Vous voyez bien que quand vous additionnez les deux, eh bien, l'exécution est majeure dans la note qui termine, qui se finalise, dans la note finale. Et donc, c'est vraiment une volonté de la Fédération internationale et aussi de la Fédération nationale, hein, puisque à chaque fois, ça descend, on va dire. C'est-à-dire que, oui, de l'acrobatie, mais pas à n'importe quel prix par rapport à l'intégrité des gyms. Et ça, c'est vraiment une volonté de ne pas prendre de risques. Et c'est pour ça que, ok, je mets de la difficulté, mais si à un moment donné, je ne la réalise pas correctement et je prends trop de risques, c'est pas la peine parce que de toute façon, je perdrai. Et donc, on va donner l'exemple de Simone Biles, qui est au-dessus de tout le monde en acrobatie, qui est en note D au sol au JO, qui est à 6,9, qui est 1 point au-dessus des autres. On va passer une vidéo et je vais vous expliquer pourquoi elle a perdu la médaille d'or. Vous allez voir, mais c'est vraiment une acrobate hors pair.
pas une artistique, on va dire, terrible, mais une acrobate hors pair. Bon, c'est la seule à réaliser l'acrobatie, par exemple, un point qui est le Miller, qui va être en début de mouvement, qui est un double salto en rotation transversale avec une triple rotation longitudinale. C'est la seule. Là, une exécution parfaitement maîtrisée sur la première accro. Alors, pour vous expliquer, elle perd le titre, la médaille d'or devant Andrade, enfin derrière Andrade, à 0,033. Alors, elle a une note de départ à 1 point supérieure à Andrade, mais par contre, vous voyez sur ces 2 séries acrobatiques, elle fait un grand pas, donc un grand sursaut, donc forcément 3 dixièmes, plus elle fait 2 sorties de praticables, une sortie de praticable à 3 dixièmes et une autre sortie à 3 dixièmes. Et même avec ces 6 dixièmes de sortie de praticable, plus les 3 dixièmes de grands pas, de grands sursauts, elle est à 0,033. Donc oui, c'est la seule qui, grâce à sa note de départ, peut se permettre des erreurs. Et c'est ce qui a fait qu'elle a déjà été sur un podium à la poutre, médaille d'or, même en s'accrochant à la poutre. Mais parce qu'elle est, voilà, c'est une extraterrestre au niveau de l'acrobatie. Mais vous voyez qu'à un moment donné, bon, ben, même elle, elle arrive à être pénalisée par tout ce qui est exécution. Comment tu peux expliquer cette évolution réglementaire? Comment les règlements ont évolué, puisque tu as dit qu'on a vu petit à petit une transformation des règlements. Et toi, ta place de juge, est-ce que tu as vu aussi un positionnement différent dans ce travail-là? Ben, dans les apprentissages, c'est-à-dire que maintenant, même nous en France, on a vite vu la différence, c'est-à-dire que il y avait certains entraîneurs qui lançaient les filles sur des acrobaties un peu trop rapidement en compétition, et donc avec des prises de risques. Et là, maintenant, ils savent bien qu'à un moment donné, le juge va mettre les fautes et que les fautes, voilà, on va calculer et ça va forcément les pénaliser. Donc, au bout du compte, ils n'ont pas intérêt à montrer quelque chose, à ce que la gym performe avec encore beaucoup de fautes d'exécution. Je fais, mais quand je sais faire. Voilà. Et ça, c'est vraiment une grosse évolution et tant mieux par rapport à l'intégrité physique de l'être humain, des D'accord, gyms. d'accord, parce qu'on était arrivé quand même à une limite du point de vue de Oui, l'engagement et de la prise de risque. Avant 2004, il y a eu vraiment, ça a explosé en acrobatie. Et c'est pour ça que la note D, elle était limitée, les valeurs de points étaient plus importantes, l'exécution était moindre, voilà. Et après, ils ont rééquilibré pour qu'il n'y ait pas ce problème sécuritaire et pas cette course à la difficulté où les entraîneurs lançaient les jeunes avec beaucoup de prise de risque, quoi. Alors, qu'est-ce qui fait dire dans le monde de l'éducation physique et sportive, mais je pense dans le monde de la gym aussi, que c'est difficile d'envisager de la gymnastique sans juge? Bah parce qu'en fait, oh bah, c'est pas qu'on peut faire la gym sans juge, mais il n'y aura pas d'évaluation sans juge. Donc, c'est un peu si on peut faire du sport co, mais s'il n'y a pas d'arbitre, il n'y aura pas de match, quoi. Donc, C'est tout. Donc, voilà. C'est-à-dire qu'on est là pour, on va dire, finaliser. Alors,
sur le système compétitif, mais pas que. Mais ça peut être, voilà, il peut exister de la gym, mais à un moment donné, ça se limitera peut-être à une pratique loisir s'il n'y a pas de juge. Une réalisation qui serait pas évaluée, pas comparée, c'est ça? Oui. D'accord. Et toi, dans ton rôle de juge que tu as pu avoir auprès, donc ça fait quelques temps, puisque tu dis que ça fait déjà ça fait 2 Jeux Olympiques que tu fais, donc ça fait au moins 8 ans. Oui. Est-ce que tu as vu ton rôle et ta place de juge évoluer, que ce soit auprès des équipes de France ou auprès, on va dire, du monde de la gymnastique? Comment est-ce qu'il y a une évolution de la fonction et du travail des juges? Alors, oui, au départ, on prenait les mouvements symboliques. Ok, ça a vraiment ça fait évoluer. Euh, on détermine en compétition, on détermine les notes D, les notes E, on prend les fautes. Ok. Mais maintenant, et si tu veux, tu peux mettre ma diapo en même temps. Avec l'apport de cette symbolique, le juge peut arriver à donner des explications d'une évaluation à l'entraîneur ou au gym, même après quelques heures, après quelques jours. Chose qu'on n'avait pas. Avant, on notait pas en symbolique. On notait les difficultés, mais on savait pas après ce que c'était. 10 minutes après, c'était fini. Il y avait des lettres A, B, C, mais on savait plus ce que c'était. Maintenant, avec la symbolique, chaque symbole correspond à un mouvement. Donc, on peut lire notre feuille 3 jours après, on peut l'expliquer à l'entraîneur, on peut l'expliquer à la gym, on a tout marqué sur notre feuille. Et donc, ça, c'est énorme. Et c'est ce qui a énormément fait évoluer la relation entraîneur-juge. Au lieu qu'ils viennent nous crier dessus, ils sont venus nous demander des explications plus gentiment. Parce que c'était pas le cas avant, hein. Moi, j'ai vécu quand même les périodes où ouah, c'était un peu chaud, là. Les entraîneurs, ils étaient assez agressifs. Maintenant, ça a énormément évolué et à partir de 2013, il y a eu vraiment une collaboration de tous les acteurs qui pouvaient agir sur la performance, comme les techniciens, les experts médicaux, les scientifiques et donc les juges. Et donc, effectivement, qu'est-ce qu'on peut apporter dans le rôle du juge? Eh bien, en direction du gym, on peut les aider à avoir des connaissances sur le code de pointage, savoir quoi faire à un moment donné dans une situation, mieux connaître le règlement, mieux comprendre l'évaluation des exercices. C'est aussi leur permettre d'avoir des retours individualisés lors des stages, de tests ou de vidéos. Et puis, en collaboration avec les entraîneurs, c'est leur apporter des informations sur les tendances du code de pointage et de son évolution, d'analyser les compétitions internationales. Et voilà, d'être présent lors des stages. Ça, maintenant, ils nous demandent d'être très présents lors des stages. Ça nous fait beaucoup d'absence au niveau du travail, mais on s'arrange. Et en tant que responsable des juges internationaux, ce que j'étais là depuis 6 ans, être présent lors des commissions de sélection pour les Europes, les championnats du monde et les JO. Et donc là maintenant, on a vraiment une présence beaucoup plus fréquente dans le gymnase avec eux, ce qui est, je pense, très très bien, que ce soit pour les juges, les gyms et les entraîneurs, parce qu'on peut aller sur le détail. Et ce sont parfois les détails qui vont faire la différence. Donc là, on est tous en train d'essayer de faire en sorte que les gyms puissent exploiter au mieux leur potentiel au regard des exigences du haut niveau D'accord. de performance. Merci Marianne. On aura l'occasion de revenir sur cette tension entre l'acrobatie et la maîtrise dans la soirée, puisque justement les collègues de PS qui vont nous présenter ce qu'ils font en cours vont nous présenter comment ils abordent cette tension-là. Avant peut-être de glisser sur qu'est-ce qui se fait en éducation physique et sportive, premier petit écho du côté du sport scolaire, puisque Mélanie était prof de PS, mais était aussi élue des AS. Alors, cette tendance-là, qui est évoquée au niveau, on va dire, international de la gymnastique, est-ce qu'elle résonne dans le sport scolaire? Est-ce que tu as pu constater, toi, dans l'évolution réglementaire, nouveaux règlements, des transformations, des modifications un peu de même nature? Alors, le nouveau règlement fédéral là, a été voté, moi je vais parler des équipes établissements, hein, Oui, puisque je suis sur un vas-y. petit niveau à l'AS et on est plutôt sur de la gym qui est débutante, hein. C'est équilibré entre la note D et la note E. Il y a pas, c'est les deux parties sont à 10 points. Donc, ce qui va poser un problème dans les équipes, ça va plutôt être le fait qu'ils aient réduit le nombre de gyms à l'intérieur des Entre la équipes. note D et la note E, tu Alors, veux dire la quoi? note de difficulté, il y a 10 points, donc c'est Ok. la composition. Alors, le petit changement, c'est qu'avant, on prenait 6 éléments en compte
Aujourd'hui, on en prend 8, donc Mhm. ça va demander au gym de faire plus d'éléments qu'avant. Mais la note d'exécution est sur 10 points. Donc, en fait, il faut qu'il fasse bien sur les Ok. 10 points. Donc, c'est 10 et 10. 8 éléments pour certaines gyms qui débutent en barre asymétrique en particulier, c'est complexe à la S, hein, puisque ça sollicite des ressources non négligeables. Et puis, le fait qu'elles soient plus que 4 dans l'équipe, là où avant elles étaient 5, ça permettait qu'elles ne fassent pas tous les agrès. Et là, ça pose un vrai problème sur les AS de petit niveau. Donc, c'est une décision du nouveau règlement fédéral qui impacte directement les gymnastes et qui tend vers un élitisme que la profession ne souhaitait pas souvent. Voilà. Donc, ça, c'est Merci. pour l'équipe établissement. Merci Mélanie. Alors avant d'entrer dans une première photographie de qu'est-ce qui se fait aujourd'hui en EPS, est-ce que la gym est programmée, pas programmée? On abordera cette question-là avec Benoît Lanier qui est IPR de l'Académie de Créteil. Un petit point de l'actualité de l'éducation physique et sportive. Tout d'abord, je voudrais souhaiter une bonne année à tous les collègues, même si on sait qu'aujourd'hui, on a quand même une pensée pour tous les habitants de Mayotte, qui a été durement frappée. Et puis, on sait aussi, par exemple, que sur l'éducation physique et sportive à Mayotte, c'est déjà très compliqué avant, mais que là, après le passage du cyclone, on sait que l'EPS... ça va être très difficile d'avoir une EPS comme nous, au sens où nous on l'entend, une vraie EPS culturaliste. Je pense qu'en ce début d'année, alors on pourrait être plombé par le pessimisme parce qu'on voit bien quand même qu'on a reculé depuis 2017 et en même temps, le fameux en même temps, on voit aussi là, avec les dernières décisions qui concernent l'éducation nationale, que la bataille syndicale, que la bataille des collègues sur le terrain, elle est très importante. Et pour ça, donc on peut faire référence, aux 4000 suppressions de postes qui ont été annulés. On peut faire référence à la suppression des groupes de niveau en 4e et 3e, la suppression du DNB couperet, la suppression... encore des secondes pré-pro, même si ça va durer encore 1 an. Donc on voit bien que la bataille qui est menée par les organisations syndicales au niveau médiatique et sur le terrain, pied à pied, et avec les collègues et avec l'administration, nous permet en tout cas de gagner des choses. On parlait de Mayotte et de la situation difficile, on peut parler, le nerf de la guerre en éducation physique et sportive, nos salles de classe, c'est les installations sportives. Et le SNEP vient de lancer une grande enquête, du Gymnascore, qui va permettre de récapituler l'ensemble des salles de classe dont disposent les profs de PS pour faire cours. Deuxième point, il va quand même rester un certain nombre d'endroits où il va y avoir des annulations, des suppressions de postes. On invite tout le monde, bien évidemment, à participer activement au conseil d'administration, à faire des heures d'info syndicales pour maintenir l'ensemble des dispositifs existants pour l'éducation physique et sportive, parce qu'on sait aussi qu'on est une discipline fortement attaquée quand il y a des baisses de moyens. Alors, tu es donc hyper de l'Académie de Créteil. Vous recueillez en fait un certain nombre d'informations, de données sur la gymnastique. Alors, au niveau d'une académie, quelle est la réalité? Est-ce que la gym est encore programmée en collège, en lycée pro? Est-ce que tu peux nous donner un premier regard et paysage de la situation de la gym sur une grosse académie quand même? Si, une des plus grosses, effectivement, avec Versailles, que je connais également. Donc déjà, on a ces données, il faut savoir, on a ces données parce qu'on a des collègues qui complètent IPAC EPS. Et c'est souvent une question, pourquoi est-ce qu'on le fait, etc. Ça nous permet aussi d'avoir des données de pilotage et dont on peut faire profiter également les organisations syndicales, comme c'est le cas ce soir. Donc la première chose sur l'évolution, la place de la programmation de la gymnastique dans les établissements de l'Académie de Créteil, on observe, donc j'ai pu remonter jusqu'en 2018 pour avoir des données comparables, une légère baisse de la programmation de l'activité gymnastique. Mais l'activité gymnastique qui en elle-même est finalement assez peu programmée, puisqu'on est, vous voyez, en 2018, là où on était au maximum par rapport à là où on est aujourd'hui, on était à 5,49% de cycle de gym programmé. Donc c'est assez peu finalement. Collège, lycée, tout compris. Alors là, on est sur le collège et sur le lycée, on est à 2,1%. Voilà. Et donc cette
depuis 2018, on a une baisse de la programmation, alors qui est pas énorme, qui est beaucoup plus importante au lycée qu'elle ne l'est au collège. Au collège, en 2024, on a perdu 1,5% à peu près de programmation, ce qui n'est pas excessif. Par contre, au lycée, on a perdu 0,70%, donc on a 1,32%. On va voir après comment ça peut s'expliquer, notamment au regard de la programmation de la gymnastique tout au long de la scolarité, de la 6e à la terminale. Et là, si on reprend les mêmes chiffres, bah, on se rend compte bien évidemment que la gym, elle est principalement programmée en 6e, un peu moins en 5e, et qu'après on a une chute très importante en 4e, 3e. Elle est très peu programmée en voie professionnelle. Très peu, même si on n'observe pas une baisse énorme, et elle est moins programmée au lycée, avec une évolution marquante. Donc, il y a un décalage qui est assez proche de celui qu'on peut retrouver au collège entre 2018 et 2024 sur la programmation. Le décalage est plus fort sur la classe de seconde. Ça peut s'expliquer avec, on sait bien que la programmation du CA3, elle est pas toujours très simple à organiser, et que depuis quelques années, il y a forcément l'enseignement du processus de création artistique en seconde, qui fait qu'il y a peut-être des établissements qui ont plus programmé de la danse, par exemple, ou certains le font aussi sur d'autres activités comme l'acrosport, mais puis c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais au détriment de la gymnastique. Donc voilà, le gros écart, il se fait principalement sur la classe de seconde. Mais en tout cas, voilà, on se rend compte que la gymnastique est plus programmée en 6e, 5e, et qu'après, il y en a quand même beaucoup moins. Ça reste assez stable finalement de la 4e jusqu'au lycée. Alors, l'autre élément, l'autre indicateur qu'on peut avoir, c'est le nombre de candidats qui ont choisi la gymnastique au baccalauréat. Alors, on est sur bac général, technologique et professionnel. On a tout compilé, et donc on avait 4,6% des candidats qui choisissaient la gym au bac en 2018, on avait 4,2% aujourd'hui, donc c'est un petit peu moins. J'ai ramené au nombre de candidats, bien évidemment, parce que bon, c'est plus prégnant qu'en parlant du chiffre brut. Et on peut aussi se poser la question de la note au baccalauréat, puisque donc les notes, elles ont largement augmenté au baccalauréat entre 2018 et 2024. Elles ont augmenté pour les filles, qui passent de 13,75 à 14,54 de moyenne. Elles ont augmenté pour les garçons aussi, qui étaient à 12,94, donc inférieur largement aux garçons, avec un gros écart, et aujourd'hui ils sont à 13,92. Donc les notes des garçons ont plus augmenté en gym que les filles depuis 2018. Voilà un petit peu le panorama global. Alors après, essayer de trouver les raisons qui font que il y a cette baisse qui est encore une fois relative. Ça se tient à différents éléments. Il y a des éléments structurels comme le processus de création artistique en seconde, qui a forcément incité les équipes à faire des choix pour aller plus vers la danse que vers des activités acrobatiques. On a aussi peut-être la question de la formation des enseignants qui sont pas toujours prêts à assumer. C'est peut-être ce qui explique que voilà, on fait 6e, 5e, et puis on va s'arrêter à l'équilibre et puis la roue, puis après si ça devient un petit peu plus compliqué, on se sent pas forcément à l'aise. Parfois c'est parce qu'on se sent pas à l'aise sur le plan didactique, parfois c'est parce qu'on se sent pas à l'aise vis-à-vis du matériel, tout simplement. Je prends l'exemple, la question, est-ce que je fais de la gym aux agrès ou est-ce que je fais de la gym au sol? Si je suis prof en lycée, que j'ai 35 élèves et une seule barre parallèle, il est illusoire de dire que je vais réussir à transformer les élèves, à faire en sorte qu'ils proposent un enchaînement au baccalauréat, au barre parallèle à la fin. Ça va être compliqué. Il faut qu'ils arrivent quand même avec un sacré niveau à l'origine. Voilà, donc il y a plein de raisons qui peuvent l'expliquer. Et puis, la fuite, entre guillemets, mais est-ce que c'est vraiment une fuite? Est-ce que c'est pas intéressant parfois de dire, voilà, à partir de la 4e, 3e, on va proposer de l'acrosport, ou on va réinvestir ce qu'on a appris en gymnastique, en acrosport ou dans les arts du cirque, en restant sur les activités. Est-ce que, j'en ai parlé à l'introduction, de ce contournement, de cette tendance de programmer d'autres activités en substitution, est-ce que c'est une tendance que vous avez pu observer dans l'Académie de Créteil, c'est-à-dire une augmentation de la programmation de l'acrosport ou du parcours, ou finalement, ce que tu avais l'air de dire, c'était en lycée plutôt, par exemple, la danse qui est venue se substituer presque à la gym? Alors, la danse en seconde, certainement. Sur le collège, on voit bien que dans les programmations, on a quand même plus de gym en 6e, 5e, et derrière, en 4e, 3e, on est plus sur de l'acrosport, art du cirque, etc. Voilà. La question du parcours, elle se pose aussi. La question du parcours, aujourd'hui, l'épreuve au CAPES externe, à l'oral 2 du CAPES externe de gymnastique, c'est quelque chose qui se rapproche quand même assez nettement du parcours. Voilà, donc on est dans une situation où je dirais que finalement le paradoxe aujourd'hui, si vous avez dans les structures privées le samedi où on peut faire de la gym et se jeter dans tous les sens, je ne donnerai pas de nom pour pas faire de publicité, mais
moi, quand j'étais enfant, ça remonte quand même à quelques années, si on voulait faire un salto avant ou un salto arrière, il fallait être dans un club de gym, minimum à la S, s'entraîner pendant 3 ou 4 ans pour arriver à faire un truc à peu près correct. Aujourd'hui, vous avez le samedi matin, vous allez voir des enfants de 6 ans qui envoient des saltos avant, des enfants de 8 ans qui envoient des doubles saltos, et pourtant ces élèves-là, ils l'ont pas appris en EPS. Donc la culture, et là on parle de la culture de l'acrobatie, elle est quand même prégnante aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a une rupture, il y a toujours eu une rupture entre la gymnastique moderne et ancienne, avec là aujourd'hui on a de plus en plus une tendance acrobatique. Vous voyez bien toutes les vidéos qui sont posées sur les réseaux sociaux, des choses qui sont absolument incroyables. Et donc la difficulté, c'est comment est-ce qu'on en prend compte aujourd'hui dans nos programmations, comment est-ce qu'on en prend compte au regard du matériel dont on dispose. Qu'est-ce que je vois moi concrètement dans les leçons? Eh ben, la plupart du temps, je vois quand même plutôt de la gymnastique au sol. Je vois plutôt du travail d'atelier. Je vois moins du travail d'enchaînement. Et d'ailleurs, le travail d'enchaînement, c'est plus difficile de motiver. Les élèves 4e, 3e, ils ont peut-être plus envie de faire. On y en a après. D'accord. Sur les leçons, mais peut-être sur cette tension qu'on avait commencé à observer sur le côté sécurité, prise de risque en gymnastique. Est-ce que tu as pu observer, toi, une tendance où finalement les questions de sécurité ont conduit un certain nombre d'équipes ou de collègues à ne plus programmer de la gymnastique? Est-ce que c'est un des éléments explicatifs ou pas forcément? Je ne sais pas quelle est la part de la question de la sécurité, la question de la formation des enseignants, parce que la gymnastique, c'est une activité qui est éminemment technique, où tout se passe très très vite à une petite échelle. Je veux dire, c'est quand même plus facile pour n'importe quel enseignant d'arriver à identifier qu'un élève il n'a pas vu un 3 contre 2 que d'arriver à identifier pourquoi est-ce qu'il n'a pas réussi son saut de main. Voilà. Et ça se voit même parfois dans les salles de gym, hein. Tous les entraîneurs sont pas exceptionnels. On entend toujours les mêmes consignes. Il faut tendre les pointes de pied, il faut que tu sois plus gainé, t'as qu'à tendre tes bras, etc. Ce qui ne sont pas des consignes qui vont permettre forcément à l'élève de transformer sa motricité. Voilà. Donc, quelle est la part de ça? Quelle est la part du choix? Le choix, il est parfois dicté par le matériel dont on dispose. Si on a une bande de tapis, j'allais dire la marque, mais bref, une bande de tapis au sol, on va faire de la gymnastique au sol. Et puis, si on a 4 barres parallèles, on n'envisage pas la gymnastique de la même manière. Si on a une fosse en mini-trampoline, voilà. Après, on a aussi des cas où on a des belles salles de gymnastique spécialisées, où là, on a quand même une crainte. Parce que c'est vrai qu'en gymnastique, en football, on peut être mauvais. Si on rate son truc, au pire, on va se faire chambrer par ses collègues. En gymnastique, si on rate et qu'on détourne l'activité pendant que le professeur est le tourner, on peut tomber sur la tête et finir paraplégique, quoi. Donc, Ok, merci. Alors, avant de continuer justement un peu sur cette problématique, cette question des choix, on va se rendre sur un carnet de l'EPS au niveau de l'Académie de Créteil, au Collège Les Lilas, avec Serge Richès, qui lui, dans cet ensemble de la gymnastique, a fait un choix très précis et particulier. Et donc, je vous laisse découvrir cette expérience professionnelle par le carnet de l'EPS réalisé par Claire Sacquepé. J'ai enseigné pendant 30 ans au Collège des Lilas, où était programmée la gymnastique. J'ai souhaité, pour lutter contre l'échec d'un bon nombre d'élèves, proposer une progression plus ludique, mais aussi plus rigoureuse, autour d'un objet d'étude central pour les acquisitions motrices et toniques. Il s'agit de l'ATR, qui se déroulait sur 20 séances, par exemple en classe de 6e. Pour cela, j'ai élaboré une progression en 3 étapes pour les élèves du point de vue des savoirs à faire acquérir et à stabiliser. Ici, qu'on l'on a construit, que l'on propose, est une progression de 20 renversements acrobatiques pour construire l'ATR qui correspond à 20 dispositifs progressifs avec de gros tapis, des rouleaux et accompagnés de consignes précises. Les figures acrobatiques sont numérotées de 1 à 20. Par exemple, si je réussis la figure 8, j'ai la note 8. Si je réussis la figure 15, j'ai la note 15. Par rapport à un code gymnique traditionnel, ce code est à la fois plus progressif, plus adapté aux ressources des élèves, plus précis en termes de critères de réalisation, mais aussi plus explicite. Dans la première étape, jusqu'à 8 sur 20, l'élève dispose d'un cadre matériel sécurisant avec de gros tapis, ce qui permet un engagement dans l'action et la construction d'un alignement grâce à plusieurs appuis et sollicite le début du processus de gainage et de tonicité, donc de 0 à 8 sur 20.
Dans cette étape, il y a beaucoup d'aménagements matériels et des exercices au début à base de trépied. Dans la seconde étape, autour de la moyenne, à partir de 8-9 sur 20, l'élève n'a plus que l'appui des pieds sur le mur et bien sûr l'appui des mains au sol. Il va de plus en plus reculer la pose de ses mains sans marcher pour construire l'alignement tête, épaules, bassin, jambes, pieds. Progressivement, il contrôle de plus en plus le recul actif de la tête, des épaules, puis du corps, par le développement du gainage et de la tonicité, ceci entre 8 et 13 sur 20. Enfin, dans la dernière étape, la troisième, on passe à un renversement dynamique avec de plus en plus de déplacements, soit en reculant, soit en avançant, soit latéralement, et ces appuis prolongés, y compris sur une main, à partir de 15 sur 20. Les expériences maintes fois renouvelées montrent de nets progrès pour tous les élèves dans chacune de ces étapes, aussi bien dans l'étape 1 avec les aménagements, dans l'étape 2 où l'élève est amené à reculer les mains, les appuis, et dans l'étape 3 où l'ATR devient de plus en plus dynamique en marchant. Vous pouvez ainsi retrouver l'intégralité de la démarche en allant sur le site du centre EPS et Société en cliquant sur le QR code qui s'affiche. Alors, Marianne, une première réaction peut-être par rapport à ce choix-là professionnel. Alors, se fixer comme objectif la maîtrise de l'ATR, c'est super important. Parce que on ne va pas aller sur les acrobaties comme tout ce qui est renversement. Un renversement, on appelle ça, c'est la famille de tout ce qui est saut de main, flip, etc. Et donc, c'est primordial. Donc, oui, il faut s'y intéresser. Par contre, il faut juste, là, je pense qu'il s'adressait déjà à des élèves qui avaient déjà une certaine tonicité, parce que faire des exercices, je mets un bémol, faire des exercices avec des mains éloignées du mur et partir comme ça, encambré avec la pose des pieds, pour des élèves qui maintenant ont quand même un peu une surcharge pondérale et qui sont plutôt hypotoniques, moi je dirais que ça me fait peur un peu. Voilà, il y a des Toi, très bonnes idées, hein, toi, tu je veux fais pas. autre chose, donc tu... En fait, en fait, il y a des petites choses sur lesquelles je vais réagir, mais je veux Oui. pas être, on va dire, critique, juste critique. C'est, par exemple, partir sur le poirier sur du travail. Alors peut-être c'est la vidéo hein, qui fausse, hein, mais partir du poirier sur des tapis mous, c'est dangereux pour les poignets, c'est dangereux pour les cervicales. C'est bien, mais en partant sur du dur et pas sur du mou. Mhm. Il faut s'intéresser au problème de la fente, qui est primordial, le placement pour avoir après une impulsion complète, une projection de jambe libre, ça va être super important. Et il y a des petites choses encore avant que je vienne à pour compléter. Il faut faire attention aussi sur les aides et parades. Une aide et parade d'ATR ne doit pas être derrière, mais de profil. Et on doit se mettre du côté de la jambe libre pour choper la cuisse et pas être derrière. On peut après passer derrière pour faire ce travail de un bras, deux bras, parce que c'est dangereux et qu'on n'a pas de maîtrise. Si on est de profil, on peut prendre la jambe libre, qui est tout de suite disponible, et on maîtrise. Et après, en fonction de la maîtrise du gamin, après, on peut prendre le bassin, le laisser un peu travailler sur les deux ceintures, mettre la main au-dessus des pieds pour voilà, lui laisser encore plus d'autonomie, mais surtout pas derrière. Derrière, c'est voilà, une fois qu'on a chopé là, ok, on peut aller derrière. Donc voilà, des petites choses comme ça Alors, où je ne peux pas m'empêcher de ne pas réagir. Non, 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 Voilà. justement, je te demande de réagir. Donc, le jeu est là. Je- Donc, toi, tu proposes quoi? En fait, je pense, alors, c'est des bonnes idées, hein, il n'y a pas de souci, mais je pense qu'il faut diversifier. Et souvent, la critique que je fais au niveau des collègues, c'est qu'ils ne diversifient pas assez. C'est-à-dire qu'ils sont sur la terre contre le mur, et puis point. Non, il faut passer sur du placement de dos autour d'un bloc, je me promène autour du bloc, si tu peux appuyer sur les vidéos qui sont une progression de la vidéo 2. Donc là, alors c'était des CE, hein, c'était en primaire, hein.
Je suis sur un bloc, l'objectif, il est de s'aligner et de renforcer le membre supérieur. La vidéo d'après, la numéro 3, ah, bon, c'est pas grave, pas de C'est souci. pas grave, alors on voit 2 fois, comme Ce ça on a qui bien serait plus compris. intéressant, c'est d'incliner, là c'était l'installation de mes étudiants, c'est d'incliner bien sûr le système, le bloc, voilà comme il a fait. Et là, vous allez voir l'évolution. Alors le gamin, il avance les épaules, il le corrige avant qu'il projette sa jambe libre et qu'il ramène pour tomber dos, pour rouler. Hmm. Ça, on peut faire varier. L'évolution d'après, même sur une primaire, vous allez... il a rappuyé 2 fois, c'est pas grave. Ça permet de saisir On la passe à la situation. 4. La situation 4, l'évolution, ce sera de projeter les 2 jambes et Voilà. d'y aller. Et vous voyez, ça Ok. c'est primaire, CE. La 5. D'accord? Là, déjà, on exploite autrement qu'un atterre contre le mur. Après, la situation souvent qui manque, c'est avec de la vitesse. Mon gamin qui a des capacités en vitesse, il n'a pas la possibilité sur un atelier contre le mur, il est départ en fente arrêté. Moi, j'ai de la vitesse, je peux peut-être bénéficier de ma vitesse pour sentir un passage par l'alignement à l'ATR. Mettons-lui de la vitesse. Et si tu peux me remettre ma diapo, je Alors, pourrais expliquer. le temps que peut-être ils mettent la diapo, ça remarche, sinon. Et Ok. donc, la situation, c'est quelques pas d'élan, pas grand-chose, mini trampoline et un appui au même niveau que le mini trampoline. Et là, vous permettez au gamin qui est rapide de passer d'une roulade à un appui tendeur renversé tombé dos. Ce qui fait que celui qui a de la vitesse, peut-être il va construire l'alignement grâce à sa capacité de vitesse, alors qu'il ne l'aura pas construit contre le mur. C'est-à-dire que laissons nos gamins qui ont des capacités différentes se construire avec des chemins différents pour arriver au résultat. Benoît Lanier, tu voulais réagir par rapport aussi à cette proposition du cardinal LePS. Alors, je vais réagir peut-être un peu moins critique, Mais et pas du tout par chomédie, non. parce que ça vient de l'Académie chrétienne, il faut le préciser. Euh, les, la question qu'il y a derrière, c'est pourquoi est-ce que les gens font de la gym? Moi, j'étais gymnaste, j'en ai fait, j'en ai discuté avec pas mal de copains. On n'a jamais fait de la gym parce qu'on aimait bien mettre un short moulant et des socoles. On faisait de la gym parce qu'à un moment donné, on vivait des situations complètement inhabituelles. Et plus on vivait ça, ce petit pincement au corps qu'il y a quand on tombe sur le dos, quand on tombe sur un gros tapis, par exemple, ou Bien quand sûr. on fait quelque chose au-dessus d'une barre fixe, Mm. c'est ça qu'on va entretenir. Et comme on s'y habitue, bah forcément, on va chercher de plus en plus difficile. Et là, on a un vrai savoir, se mettre en équilibre, marcher sur les mains. Je veux dire, culturellement, c'est un savoir qui est important. Faire une roue, c'est quelque chose qui est important pour n'importe quel. Alors, faire un salto encore plus avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'évolution de l'acrobatie dans la culture populaire, quelque part. Donc moi, je trouve que c'est plutôt intéressant de dire, voilà, on va faire cet élément, mais on va le faire bien, quoi. Mais on se donne les moyens de réussir convenablement l'ATR avec les moyens dont les élèves disposent. Ce que je trouve admirable dans le document qui est présenté, c'est que finalement, souvent, ce qu'on repère en gymnastique, c'est des collègues qui sont démunis pour proposer des étapes successives qui permettent d'acquérir un élément. Et aujourd'hui, vous pouvez prendre même quelqu'un qui entraîne à haut niveau. À l'époque, il y avait Laurent Tricoire qui était entraîneur à Marseille. Il a entraîné Cécile Landy, qui est quand même l'entraîneur de Simon Biles aujourd'hui. Il a formé beaucoup de gens comme ça, Lirteza, etc. Ludwig Furnon, bien évidemment. Et même lui, avec du très haut niveau, eh bien, pour arriver à faire un élément, c'était une multitude d'éléments, d'actions à associer, de prise de repères, etc. Et donc moi, ce que je trouve qui est intéressant dans ce que propose Serge, c'est qu'on a de nombreuses étapes. Et finalement, souvent, bah, voilà, l'étape, bah, tu fais l'équilibre dos mur, puis après tu le fais ventre mur ou inversement. Et finalement, il y a fait assez peu d'étapes. Et ce qui est intéressant dans ce document-là, et là où on peut inciter les collègues à progresser encore, c'est à proposer davantage d'étapes. Et plus les étapes sont petites, plus les élèves vont progresser rapidement. Parce qu'au bout d'un moment, on se retrouve... Justement, on mettra à disposition des collègues là, qui sont participants, mais aussi sur le site. On vous mettra à la fois la progression de Serge Retjes, mais aussi les étapes que tu indiques, puisqu'on voit à l'intérieur que toi, à la différence, tu introduis, varier les tu introduis situations l'idée par rapport aux de, compétences des voilà, enfants. tu introduis C'est leur l'idée de vitesse, permettre c'est ça? d'emprunter différentes routes pour trouver leur solution à eux la plus D'accord. efficace en fonction de leurs compétences. Et il y a une petite chose que j'ai pas vue, mais il faut faire très attention dans l'apprentissage de l'ATR, et je pense que c'est important, c'est de ne pas hésiter longtemps pour des gamins qui sont en surcharge pondérale et de mettre des appuis manuels surélevés.
Bien sûr, ça va être plus dur de monter, mais on s'en moque. Le principal au départ, c'est qu'ils se fassent confiance et qu'ils associent l'impulsion jambe complète avec la projection de jambe libre. Et pour ça, si j'ai pas à mettre les mains dans un trou là, au Hmm. niveau de mes pieds, je vais peut-être y Sur aller. un petit tapis en contre-haut. Bah, pas un tapis parce que ça risque d'être mou, mais plutôt sur un petit plinthe, D'accord. voilà, quelque chose qui soit quand même. C'est pareil, hein, tout ce qui est appui manuel, il faut faire attention, il ne faut pas que ce soit sur du mou parce que les poignets, Ok. ils trinquent. Et ça, c'est important. Je sens que tu veux me couper, mais c'est tellement cette pose de fente avec cette pose de main éloignée pour construire la TR avec un angle bras-tronc ouvert, si tu n'as pas ces exigences-là, ben, tu n'arrives pas à construire la terre avec les gamins. Tu as beau avoir 36 000 étapes, tout le monde le sait. D'accord. Donc, après, c'est juste, effectivement, diversifier les situations pour que, en plus de tout ce qui a été proposé, hein, qui est des belles idées, eh bien que chaque gamin puisse, en fonction de ses Hmm. compétences, Hmm. s'adapter à la situation. Merci. Alors maintenant, je vais te relancer puisque tu évoquais justement l'observation de leçons. Et est-ce que dans les observations que vous avez pu voir, mais que tu as pu avoir toi, tu perçois un certain nombre de tendances au niveau de l'enseignement de la gymnastique? Est-ce qu'on a une gym aujourd'hui qui, auprès des enseignants de PS, cherche toujours à mettre les élèves dans une situation d'acrobatie, de prise de risque? Ça tourne, ça vole, on disait à l'époque. Ou est-ce que finalement, le côté de la maîtrise, de l'exécution, peut-être de la peur, conduit à avoir une autre gym qui est en train d'émerger en EPS. Qu'est-ce que tu vois apparaître dans ce que tu as pu, dans toutes les leçons que tu as pu observer? Je dirais que ça continue de tourner, ça continue de se renverser, mais ça vole de moins en moins. Voilà. Donc cette dimension-là, sans doute par souci sécuritaire et parfois encore une fois de matériel, elle est un petit peu gommée petit à petit. On reste sur des éléments très simples, en situation aménagée, etc. Et, euh, et quelque part, la différence souvent entre une très bonne leçon de gymnastique et une leçon un petit peu moins bonne, c'est le temps que les élèves y passent dans l'espace dorsal. Tu vois, par exemple, sur l'exemple qu'on a ici, là, Serge, sur ce qu'il propose, on va éloigner les mains du tapis pour passer un petit peu de temps dans l'espace dorsal. On voit par exemple que dans ce que propose Marianne, les élèves ils vont tout de suite passer de l'autre côté. Et finalement, cet espace dorsal-là, déjà, c'est le petit truc qui fait qu'on a envie de faire de la gymnastique souvent. C'est également la condition sine qua non pour arriver à faire un équilibre. Parce que tant qu'on ne sait pas comment est-ce qu'on va se casser la figure de l'autre côté, il n'y a aucune raison que j'y monte. Ou alors, il faut être vraiment très courageux ou inconscient. Et donc ça, c'est très intéressant d'avoir les deux. Et souvent, les collègues vont très peu dans l'espace dorsal, qui est quand même là la difficulté que rencontrent les élèves la plupart du temps. Et c'est là qu'il faut les emmener là-dessus. Alors après, il y a aussi la question de la hauteur, mais bon, bah, s'il n'y a pas de tapis, c'est compliqué de mettre de l'hauteur. Mais par contre, travailler davantage dans l'espace dorsal, qui explique 80% des échecs qu'on peut rencontrer en gymnastique, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment développer. Faire vivre des moments de vie où on n'a plus de repères visuels et qu'on a juste un repère d'oreille interne ou de proprioception et de chute quelque part. D'accord. Alors, on reviendra sur cette question-là. Marie, toi, justement, dans la façon dont tu envisages la gymnastique, dans cette question, un peu la tension entre acrobatie on va dire prise de risque et maîtrise du risque, tu as choisi de l'enseigner avec des élèves de lycée, alors que tu rentres, tu as essayé de trouver une façon pour rentrer par une gym acrobatique sans l'aseptiser de façon trop marquée, parce que tu tenais vraiment à une gym acrobatique, parce que pour toi, l'acrobatie, c'est une dimension constituante de la gymnastique. Alors, est-ce que tu peux nous dire finalement comment tu t'y prends? Qu'est-ce que tu proposes? Alors moi, quand je suis arrivée en lycée il y a 5 ans, je sortais de collège où je faisais beaucoup de gym aux agrès. Ça me chagrinait qu'il n'y ait plus de gym de programmé. On n'avait pas grand-chose en matériel, c'est-à-dire des tapis durs, des petits tapis, et puis quand même des gros tapis, trampolines, voilà. Donc je me suis dit, bah moi, j'ai envie d'enseigner la gym au lycée. Parce qu'en fait, pour moi, il n'y a pas beaucoup d'activités où les élèves ils vont vivre des sensations de dingue qui vivent pas ailleurs. Ils vont vivre de l'acrobatie. Et puis, c'est une activité, je trouve, où le travail paye quand même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les élèves, s'ils travaillent, ils vont progresser. Et puis, c'est une activité, je trouve, où bah, il y a une place pour chaque élève parce que il y a quand même une diversité d'éléments, de familles d'éléments qui font que la plupart des élèves, ils vont trouver leur place.
Donc moi, après, mon objectif, ça va être qu'ils maîtrisent leur corps tout en prenant des risques. Parce que cette sensation de maîtrise aussi, je la trouve intéressante. C'est-à-dire quand on est capable de faire un salto avant, mais on est capable de dégrouper au bon moment et d'arriver sur une réception pilée, ben ouais, il y a une certaine satisfaction là-dessus. Donc voilà ce qui guide un petit peu mon enseignement de la gym. Alors moi, ma séance, elle est divisée en deux parties parce que euh, je, je trouve très important de travailler des éléments de base. Donc ma première partie, elle va être en classe complète parce que bah, c'est peut-être ce qui fait peur aussi aux collègues, c'est que la gym, quand on les fait partir sur les ateliers, il n'y en a aucun qui travaille la même chose. On a du mal à donner les consignes on a du mal à donner les consignes aux élèves parce qu'il y a plein de consignes différentes parce qu'ils ne travaillent pas tous la même chose. Donc voilà, moi je travaille des éléments de base que j'appelle aussi les focus. Bon, après ça, c'est de la terminologie, on s'en fiche. Et donc j'ai sélectionné des éléments de base qui par la suite, moi, me servent pour la suite de ma séance que je vous expliquerai plus tard. Donc j'ai fait des choix. Voilà, c'est mes choix. Donc je travaille le culbuto, je travaille la roulade avant, la chandelle, le placement du dos, l'ATR et la roue. Ça a été mes choix par rapport à la gym au sol, parce que bah, le culbuto et la roulade avant, ça va être mes prérequis au salto avant. La chandelle, je trouve que c'est un élément de maintien voilà, qui est important au niveau musculation par rapport à des élèves actuellement hypotoniques, tout ça, voilà. Le placement du dos, bah, c'est mon prérequis pour l'ATR. L'ATR, parce que bah, moi je suis d'accord avec Serge sur le fait que bah, l'ATR c'est un incontournable culturellement en termes de sensation, parce que quand on est capable de marcher sur les mains, d'avancer, de reculer, de tenir longtemps, bah, voilà, c'est kiffant. Et puis la roue, parce que bah, c'est pareil, culturellement c'est un élément voilà, où il y a une petite rotation, un passage sur les mains, voilà. Et donc là, bah, je redirais par rapport au jugement. Moi, là, mes juges, en fait, ils vont servir à valider. Ça va pas être du négatif, ça va être du positif. C'est-à-dire, ben, je valide, par exemple, le culbuto, valide mes trois critères, petite boule, rouler droit, se relever sans céder des mains. Bon, bah là, je vais, bam, 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 j'ai validé mes trois critères. S'il fallait mettre des points, j'ai 3 points, quoi. Donc, c'est des critères très, très simples, très facilement identifiables par les élèves, par moi, par les élèves. Et donc, ça leur permet de se concentrer sur des critères précis. Parce que soit eux, soit aidés par quelqu'un. Parce que pour reprendre le juge, l'histoire du juge en gym, moi, ça va être des juges ou des observateurs. Euh, En fait, ils ont la tête en bas, les élèves, ils sont en perte de repère. Et des fois, il y a un décalage entre ce qu'ils pensent faire et ce qu'ils font réellement. Et si à un moment donné, personne les aide à voir ce qu'ils font, donc ça peut être une prise de photo, ça peut être une vidéo, et puis ça peut être aussi, bah regarde, là, tes coudes, ils sont fléchis, etc. Donc là, moi, le juge, il va être plutôt là pour en fait, au service des progrès moteurs de l'élève. Bon. Et alors, plus concrètement, comment tu t'y prends? C'est-à-dire ta séance, comment tu l'animes? Qu'est-ce que tu proposes dans ton plan d'animation? Est-ce que tu peux Alors, nous dire, on peut le dérouler? sur cette partie-là, en fait, je vais pas, la première séance, je vais pas leur balancer les quatre focus en même temps. Je vais être peut-être sur la première, deuxième séance, je vais être sur deux, trois focus. Et Ouais. puis, ben, ils doivent valider. Alors, moi, j'explique, enfin voilà, on montre, j'explique tous les critères. Ils ont un petit temps de travail. Et puis après, quand ils sont prêts, ils viennent valider. Et puis, s'ils n'y arrivent pas, notamment par exemple le placement du dos, il y a un moment donné, il va falloir aller les aider à sentir. C'est-à-dire les aider à sentir cette poussée dans les épaules pour favoriser l'alignement. On va être sur le placement du dos, qui est un élément très simple, mais à un moment donné, Mais ça, c'est pas des lycéens, hein, c'est ça. non, alors ça, c'est des vidéos que j'avais pour les journées de l'EPS à Dijon. C'était quand j'étais encore au collège. Bon, D'accord. bah, il y a un moment donné, voilà, faut passer, faut les replacer, c'est-à-dire pousser épaules, bassin pour qu'ils sentent cet alignement. Parce qu'en fait, bon, la gym, c'est aussi beaucoup de sensations et des fois, le partenaire ou des fois l'enseignant. Alors maintenant, enfin, voilà, on fait attention, c'est-à-dire on demande à l'élève si on peut mettre notre main là, si on lui demande s'il est d'accord pour qu'on l'aide à sentir les choses, mais voilà, ça permet d'aider à sentir les choses. Donc Euh, là, tous tes élèves font en même temps, c'est ça, et toi, c'est le juge qui valide.
Ouais, ouais, ils sont deux. Il y en a un qui fait, l'autre qui observe. On inverse D'accord. les rôles. Bon, après, là, c'était de la rep, hein, donc c'est aussi, il y a un moment donné, faut cadrer la classe. Donc le fait qu'ils fassent tous la même chose en même temps, bah, ça permet, voilà, en termes de, c'est ce qui fait peur aux enseignants aussi, c'est de se dire, ils vont pas faire la même chose. Bah, en fait, on peut très bien sur une partie de séance faire les mêmes choses et puis après faire évoluer ceux qui vont plus vite. Et là, c'est mon rôle aussi. Ceux qui ont acquis, c'est bon, bah, je vais donner des choses plus difficiles. Par exemple, sur le placement du dos, on va passer au placement du dos, pas les mains, pas les pieds sur une barre, mais ils peuvent partir du sol. Ou après, on bascule sur l'ATR. Après, si vous regardez mes repères sur la vidéo, sur la diapo 3, mes repères entre le placement du dos et l'ATR, en fait, je rajoute juste départ enfant, retour enfant. Sinon, c'est les mêmes repères. Donc les élèves, ça va leur faciliter la vision. Donc ça, c'est le départ accroupi. Donc là, on voit que celui de gauche, il avait les coudes fléchis. Ils s'observent, ils sont à deux. Voilà. Et on valide là les coudes, le regard sur les mains et l'alignement. Euh, et puis après, je mets aussi en place des formes jouées, donc comme ici sur la vidéo. Donc sur l'ATR, donc je reprends mes critères. Et puis après, je fais un concours d'ATR assez souvent. Donc là, vous verrez il y a des tapis. Donc il y a certains élèves qui mettent les mains en contre-haut. C'est ce qu'avait expliqué Marianne. Ça va faciliter la poussée des jambes, la poussée des jambes. Et puis ça, ils ont un peu moins peur, les élèves qui sont un peu en difficulté. Et puis ceux qui maîtrisent, ben, ils sont directement au sol. Et moi, par exemple, là, pour qu'ils ne soient pas éliminés, il faut qu'ils reviennent en fente. Parce que pour moi, c'est la maîtrise de l'ATR, c'est départ en fente, retour en fente et l'alignement. Et puis, donc voilà, ils sont éliminés au fur et à mesure. Souvent, ça se fait en fin de séance et puis ça permet qu'ils commencent à ranger tranquillement, échelonner le matériel. Donc ça, c'est ta première partie de séance. Et ensuite, tu as un deuxième temps de séance où tu Ouais. vas revenir sur... tu vas continuer la gymnastique. Alors, quel gym tu proposes? Quel choix tu as fait dans cette gymnastique-là? Puisque toi, en observant la pratique de la gymnastique, des gymnastiques, on pourrait dire, tu as fait un choix particulier. Est-ce que tu peux nous dire ce choix-là? Alors moi, bon, j'arrivais en lycée, j'avais le matériel que j'avais, et donc je me suis posé la question, ben, qu'est-ce que je fais? Je voulais pas que les élèves s'ennuient, je voulais qu'ils vivent plein de choses, et puis voilà. Donc je me suis inspirée de la Team Gym, donc c'est une pratique collective, acrobatique qui existe dans la Fédé française de gym, même internationale. Donc c'est une pratique collective où en fait c'est des équipes qui passent sur, la Team Gym, il y a quatre pôles. Moi, j'en ai choisi trois, mais la Team Gym, il y a mini trampoline, mouvement d'ensemble au sol, saut de cheval et acrobatie au sol. Donc moi, j'ai gardé mini trampoline ou trampo-trampe, acrobatie au sol et la chorégraphie collective. Donc ça me fait, je divise ma classe en trois groupes, mix de préférence, enfin voilà, après c'est ma démarche à moi. Et donc sur ces trois pôles, ils vont devoir travailler donc mini trampoline et trampo-trampe. Ils vont au mini trampoline. Alors le trampo-trampe, c'est un tremplin avec une toile de trampoline. Voilà, pour ceux qui connaissent pas. Donc là, ils doivent me faire trois passages. Un passage de la famille des sauts verticaux, donc ça va du saut extension qu'on peut appeler la chandelle jusqu'au 360, au cosaque, au saut carpé écart, enfin voilà, des sauts verticaux. Ensuite, un saut en rotation. Donc là, on va aller de la roulade avant sur plan incliné jusqu'aux différents saltos avant. Je peux aller jusqu'au salto avant tendu. Certains, un salto avant demi-tour, ça peut être le barani par exemple. Et puis, ils ont un troisième saut libre, ils choisissent lequel ils veulent refaire. En acrobatie au sol, donc moi j'ai une piste on a acheté une piste d'acrobatie gonflable. C'est pas excessivement cher et ça permet de rebondir un peu par rapport au tapis dur. Et donc là, ils ont à me présenter trois éléments gymniques. Non, excusez-moi, trois éléments dont deux liés directement. Donc je suis déjà sur l'enchaînement d'actions. Et dans ces trois éléments, il me faut obligatoirement un élément de la famille des ATR parce que bah, c'est un objet d'enseignement qui est important pour moi. Et sur la chorégraphie collective, donc là, je suis sur les éléments gymniques, donc les sauts, les tours, les maintiens, les éléments de force aussi. Ça, c'est plus issu de la gym des garçons.
Et donc, ils doivent me faire une chorégraphie collective avec 3 éléments gymniques et puis des contraintes de composition. Donc là, on se rapproche un peu de l'artistique. Donc, avec un début, une fin, un unisson, et puis ils doivent finir par une figure collective. Ça me permet d'aborder un petit peu l'acrosport qu'ils feront peut-être en première ou en terminale. Glisser sur une autre type de pratique avec Mélanie, qui a une autre entrée à la matière. Nous ferons un petit détour par un autre endroit en France sur l'écho des luttes, qui est la dernière rubrique des soirées de l'EPS. Moi, je trouve ça très très bien et effectivement, ça peut être un moyen quand on n'a pas beaucoup de matériel et qu'on ne peut pas aborder l'acrobatie, parce que l'acrobatie, ça veut dire minimum des moyens matériels, de dévier sur ce que fait Marie. Je veux juste dire aux collègues, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pourquoi on insiste sur cet alignement? Parce que l'alignement du corps permet aux gamins d'être plus forts. Parce que À l'intérieur, si je parle. oui, D'accord. mais dans tout, c'est-à-dire que les alignements, on va les rechercher dans beaucoup de positions, sauf sur des positions groupées et qui sont importantes puisque ça va aller sur les saltos. Mais les alignements, on va aller vers d'autres acrobaties. Et si on ne permet pas aux gamins d'être plus forts, on va pas la puissance musculaire, on va pas la développer comme ça en claquant des doigts. Par contre, les qualités de placement vont permettre à nos élèves d'être plus forts pour résister aux pressions. Et ça, faut bien comprendre. C'est des Legos, si vous les mettez décalés, ça tombe. Si vous mettez bien les Legos l'un sur l'autre, ça tient bien. Donc ça, c'est vraiment important d'insister sur ces placements de dos, sur cet alignement, parce que c'est la base et c'est ce qui va aussi motiver les gamins, parce qu'ils vont se sentir plus solides sur les mains. Et l'intérêt en gym, c'est d'être sur les mains et d'être en l'air pour tourner. Merci. Benoît, Oui, pareil. merci Marie. Après, c'est sûr que enseigner la gymnastique, quand on est un vrai spécialiste de la gymnastique, c'est plus facile, mais c'est vrai pour toutes les activités. En gymnastique, on voit souvent plus d'écart quand même. En tout cas, là, Marie, elle propose une vraie forme scolaire de pratique de la gymnastique qui arrive à gagner le pari d'avoir un équilibre juste entre le fondement culturel de l'activité, les possibilités des élèves et puis même les programmes. Donc c'est vraiment, moi je trouve que c'est la situation, enfin ce qu'elle propose est vraiment très intéressant et c'est quelque chose qu'on peut tout à fait développer dans l'établissement avec des élèves qui vont y trouver leur compte, je pense. D'accord. Merci encore. Alors, avant d'aller vers une autre façon, une autre pratique avec Mélanie Pelletier. Salut tout le monde. Le 5 décembre dernier, la mobilisation pour la fonction publique a été forte. Manifestations, rassemblements, grèves nombreuses. Si les 3 jours de carence ont été un puissant déclencheur qui a favorisé cette réussite, il devient parfois compliqué de mobiliser les collègues pour défendre le service public d'éducation. Car le faire vivre au quotidien est déjà une sacrée besogne. Ce soir, j'ai envie de vous emmener au sud de Bordeaux, à la rencontre de collègues de 2 collèges et un LP qui ont fait de ce 5 décembre national une journée forte au niveau local. Allez, c'est parti! Donc moi je m'appelle Anne, je suis du collège de Créon, c'est le plus gros collège de Gironde. On a plus de 1050 élèves, un collège qui au départ est prévu pour 750. Et on s'est réunis la semaine dernière en se disant c'est plus possible, il faut qu'on fasse quelque chose, mais qu'on fasse quelque chose un peu autrement. Finalement, c'est des collègues du collège de Créon, du collège de la Traîne et du LP de Camblaine et Ménac, qui est voisin, qui vont se retrouver pour tracter tôt le matin pour informer la population, et en AG à 10h au gymnase. On s'est posé 2 questions ce matin. Qu'est-ce qu'on veut et comment on fait pour l'obtenir? Donc on a une liste assez longue de ce qu'on veut et puis on a quelques idées quand même. Et ensuite on s'est on s'est divisé en 3 groupes de travail. Donc là il y a un groupe slogan affiche. Donc pour visibiliser un petit peu notre lutte, nos mots d'action, les problèmes. Et puis, il y a un groupe qui s'est réuni pour la communication avec la presse, qui a rédigé un communiqué de presse, et un groupe qui a pensé à l'avenir avec des actions un peu phares, un peu symboliques à faire en partenariat avec les parents dans l'idéal. Leur première alliance et premier soutien, ça a été la députée de la Circo, Mathilde Feld, et les filles, qui les a rejoints dans leur lutte.
Cette belle action locale a motivé les troupes à rejoindre la manif bordelaise pour défendre le service public au niveau global. Mélanie, justement, toi, dans la gymnastique, t'es pas rentré de la même façon, puisque toi, tu es rentré par les enchaînements. Et donc, tu proposes à tes élèves d'aller vers des enchaînements simples, imposés, avec une catégorisation d'enchaînements dans ton code. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà comment tu organises cette leçon-là, quoi? Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton contexte et nous tracer les grandes lignes de l'organisation de la gym que tu enseignes en collège? Oui, donc moi j'enseigne en collège. Là, si le diapo se lance, vous allez voir mes conditions de travail qui sont quand même particulièrement privilégiées, puisque j'ai une salle spécifique avec des agrès. Donc je fais le choix, moi, effectivement, de demander à mes élèves de faire des enchaînements aux 4 agrès. Donc de la gym, la poutre, alors les agrès féminins, puisque j'ai pas d'agrès masculin. Donc les garçons et les filles font des agrès féminins, donc le sol, le saut, la poutre et la barre. Donc au bout d'un cycle long, puisque j'ai quand même 10 séances, avec des bonnes conditions matérielles, tous mes élèves réussissent à présenter un enchaînement sur chacun de ces agrès. Donc, des enchaînements qui sont simples, mais pour moi, l'enchaînement, effectivement, c'est la pratique de référence. Donc là, c'était la finalité du cycle. Voilà. Donc moi, vraiment, je souhaite que mes élèves construisent toutes les familles d'éléments. Donc ce sont les programmes de 96 qui ont organisé ma pratique personnellement. Donc je reprends les grandes familles, les rotations avant, les rotations arrière, les rotations longitudinales sur tous les agrès, les renversements, les franchissements, des éléments de maintien à la poutre et donc l'enchaînement de ces différents éléments au fur et à mesure du cycle qui vont se construire. Et enfin, la combinaison d'éléments. Donc, mon niveau le plus fort, par exemple, sur l'ATR, ça va être un ATR roulé, où on va combiner le renversement et la rotation avant. Donc, au-delà de ces savoirs moteurs typiques, bien sûr, moi, je compte sur la gym pour leur faire accepter le regard des autres, pour leur faire se concentrer, puisque c'est pas si facile que ça que d'accepter et de mémoriser devant la classe. Choisir les éléments qui correspondent le mieux, donc être capable de se connaître, de connaître le niveau qui est le plus adapté à notre performance en sécurité. Et puis aussi le travail de mémorisation, parce que c'est pas si simple que ça a beau être des enchaînements de 4 éléments maximum, et ben mémoriser ces enchaînements-là et les présenter avec l'émotion, c'est pas si évident que ça. Donc voilà, moi c'est sur ça que je compte pour la gym, pour les faire progresser mes élèves. Voilà. Donc, ma démarche, donc je l'ai dit plutôt en support des programmes d'accompagnement. Et donc, sur la première partie du cycle, je vais me retrouver dans ce que dit Marie complètement. Je vais travailler plutôt sur les verbes d'action pour leur faire construire des postures. Donc, on retrouve la petite boule de Marie, la position groupée, qui va dépendre de la position de la tête, de l'orientation du regard. Pour les rotations avant et arrière, il va falloir que mes élèves construisent ces postures-là, ces repères-là, pour ensuite pouvoir réaliser les éléments gymniques en rotation. Donc, tu as un premier temps où tu travailles différentes postures dans... Exactement. Moi, je travaillerai plutôt sur les postures. Donc, dans un premier temps de cycle, plutôt les rotations avant, les rotations arrière. Troisième, quatrième leçon, ça va être plutôt les rotations longitudinales et les renversements, puisque les formes de corps se ressemblent davantage. Et puis après, on va aller sur des entrées, des sorties, pour commencer à construire les enchaînements, aussi bien en barre, en poutre, et puis après franchir en saut de cheval. Voilà. Donc tout ça, ça va se faire de manière progressive. D'abord, une centration sur les rotations, ensuite sur les renversements, et puis ensuite, petit à petit, les constructions des enchaînements, donc avec les choix. Quand tu dis petit à petit, c'est-à-dire que tu fais pas tout le temps la même quantité de travail dans ton cycle, ça évolue. Alors, on va d'abord se centrer sur les rotations, c'est mon choix, pour qu'ils construisent bien cette posture de corps, et petit à petit, à chaque agrès, ils vont expérimenter cette rotation. Donc, ils vont faire des rotations au sol, sur des plans inclinés, sur les barres, sur la poutre. Il y a des petites vidéos après, si
Manu peut montrer. Donc, bien sûr, moi, mon organisation de séance, dans un premier temps, ce sont des ateliers. Donc, des ateliers, en général, j'ai 6 ateliers lors de ma séance. Je vais me placer, bien sûr, sur celui qui poserait le plus de problèmes de sécurité. Donc, en barre asymétrique, on peut montrer l'enroulé avant, par exemple. Donc, voilà. Donc, avec une élève qui va refuser la rotation. Donc, vous allez voir que des filles sur ces vidéos, puisque j'ai pas de 6e cette année. Ce sont mes élèves de l'AS. Donc, voilà, avec une élève qui refuse de tourner parce qu'elle refuse d'engager les poignets. Donc là, on sent bien qu'on a beau être en barre inférieure, en barre asymétrique, et ben déjà, il y a une émotion, il y a de l'envol, et ça crée des émotions. Donc, j'aurais dû mettre quand elle a réussi, mais c'était une étape d'après. Donc ensuite, bien sûr, il y a l'enroulé avant à la barre supérieure. Vous voyez là sur une élève qui maîtrise bien la rotation. Et il y a des étapes. Idem sur la poutre, hein, par exemple. On va commencer par la petite poutre avec une rotation avant qui peut déjà créer des sacrées sensations. Mais ça, c'est une fois que c'est maîtrisé au sol. Et l'étape d'après, c'est sur la grande poutre. Alors, pour remarquer, hein, la poutre, elle est baissée. J'ai la chance d'avoir des protections aussi pour qu'à la fois, ils aient des sensations, mais qu'ils soient en sécurité. Ah, c'est moi qui... Oui. Roman, tu fais compétition 4 agrès? Ah bon, Tu fais le son. travailler. Ben non, je suis toute seule. Et t'as sorti. Ok, alors, et justement, Avec une roue pas tout à fait réussie encore. ensuite, ça c'est ton premier temps. Ouais. Et donc, un peu comme Marie, finalement, tu as un deuxième temps ensuite de leçon. Alors, est-ce que tu... Alors, ils ont tout au long des cycles, hein, ils ont des fiches. Voilà, donc là, c'est l'exemple de fiches en rotation qui présentent des rotations arrière qu'ils peuvent expérimenter sur les différents agrès. Donc, avec à chaque fois 3 petits critères, puisqu'effectivement, comme Marie, moi, j'ai un pas de côté sur l'évaluation, je le développerai éventuellement après. Ouais. Et donc, juste après, il y a un exemple simple sur une fiche d'atelier où donc ils ont ce qu'il faut faire pour faire, donc les contenus, et puis après les critères de réalisation qui leur donnera des points. Et petit à petit, ils vont, quand ils ont validé le premier niveau là avec le plan incliné, ils vont pouvoir passer sur le sol et ainsi de suite. Donc à chaque fois, sur la fiche, ils ont des étapes et ils vont pouvoir réaliser tout ça. Voilà. Alors, toi, tu disais justement que tu tenais à la question des enchaînements. Là, pour l'instant, on ne les voit pas, les On ne voit enchaînements. pas encore les enchaînements. Non, ils commencent à se travailler à partir de la leçon 4, 5. D'accord. Et donc, il peut y avoir, enfin, sur la dernière diapo, il y a des exemples d'enchaînement au sol, si vous voulez regarder. La dernière diapo. Ok, alors avant de rentrer peut-être dans les enchaînements, peut-être que tu peux nous dire, donc, pour toi, ta centration sur les savoirs en gymnastique, c'est quoi pour toi la priorité, ce que tu veux que tes élèves ils apprennent? Alors moi, je veux d'abord qu'ils aient des repères sur eux-mêmes pour construire les postures qui vont leur servir à réaliser les éléments. Beaucoup de répétitions, puisque sans cette répétition-là, ils ne vont pas pouvoir stabiliser les apprentissages. Et puis aussi, le fait de connaître les critères pour réussir à faire, ça va leur permettre aussi d'intégrer ce que j'attends d'eux. Donc, sur les petites fiches, par exemple, Marie l'a dit, hein, les rotations avant, moi, je veux qu'ils regardent rouler dans l'axe. Ça fait partie des choses. C'est un des critères pour bien réaliser, c'est la maîtrise d'exécution qui va être prise en compte. Se relever sans ses mains, mais pour ça, il faut rester en boucle. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont répétées à la fois à l'échauffement, avec l'ensemble des élèves, et puis après, sur chaque petit atelier, ils vont se corriger avec les petites fiches d'observation aussi. Et puis après, petit à petit, ils vont d'abord présenter qu'un seul enchaînement, un seul élément à la classe, puis accumuler des éléments, et ainsi de suite pour arriver jusqu'aux enchaînements. D'accord. Là, on voit les exemples d'enchaînement que tu évoques. Ouais, tu peux Alors, lancer si tu veux. C'est un exemple avec un niveau 1, voilà, c'est donc avec un haltère, une jambe. Donc c'est moi qui ai construit la structure de l'enchaînement, il est imposé. C'est d'abord un élément en haltère, ensuite une rotation avant. Donc là, elle fait la roulade avant un plan incliné. Vous voyez. Une roue. Et une roulade arrière, normalement. Qui n'est pas encore tout à fait construite. alors, Mélanie, tu disais que tu faisais un peu un pas de côté par rapport à l'évaluation. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça?
Eh bien, justement, sur chacun de mes éléments, ils ont à chaque fois 3 critères. Si on peut revenir à la diapo, tu vas l'avoir sur la 7. diapo 7 ou 11 même. Là, par exemple, en ATR, moi, je veux voir un départ et un retour en fente. Je veux voir un alignement. Et puis, je veux voir des jambes tendues. Voilà. Donc, s'ils ont ces 3 critères-là, ils ont 3 points. Mais en quoi c'est un pas de côté? Alors, normalement, et Marianne l'a expliqué, en gym, on part du point. Et puis, à chaque fois qu'il y a des fautes d'exécution, on va déduire des fautes. On va enlever des points. Moi, je me pose plutôt dans l'accumulation de points. À savoir que s'ils font bien, ils vont marquer un point. Donc, ce sont des critères très simples. Il y en a 3 à chaque fois. Et donc, ils ont 3 points. Et pour moi, ça va les inciter à au moins essayer. Quand ils n'ont pas la terre, qu'ils ne réussissent pas encore à arriver jusqu'à la verticale, mais rien que le fait de s'obliger à faire une fente, un départ, un alignement, d'être déjà tonique, d'essayer de revenir en fente aussi, et ben déjà rien qu'une fente, ça leur rapporte un point. Et petit à petit, ils vont accepter de faire. Là, ma petite élève, au début, la roulade arrière, elle part un petit peu de côté. Alors, elle a peut-être voulu aller un peu trop vite. Si elle avait choisi le plan incliné, eh ben, elle aurait réussi certainement sa roulade arrière sur le plan incliné. Donc ça va se construire au fur et à mesure. Là, elle a grillé une étape. Donc ça se fait au fur et à mesure du cycle pour qu'ils se connaissent un peu mieux eux-mêmes. D'accord. Si on peut montrer le sol 3, ça vous donne le niveau le plus. C'est la dernière diapo. C'est une élève qui, pour le coup, a des vraies qualités et qui a appris très très vite, quoi. Là, on est sur le niveau 3 sur chaque élément. Donc la terre roulée la roulade avant écart. La roue pied saut droit. Et la roulade arrière, bras et jambes tendues. Donc ça, c'est ce qui va quasiment donner le 20 sur mon évaluation. Merci Mélanie. Alors, un peu comme tout à l'heure, peut-être dans des réactions, que ce soit aussi Marie qui est en ligne, tu peux aussi réagir par rapport à une autre façon de rentrer dans la gymnastique, qui n'est pas la même que toi, mais bon, voilà, on voit ce On se soir retrouve dans beaucoup de différents angles, avec bien entendu, c'est vrai, une très forte résonance dans les différentes propositions. Ouais, Je sais non, pas. enfin, ah, Vas-y, je t'en prie. non, non, enfin, il y a plein de choses qui se recoupent, hein, les critères simples, l'accumulation de critères pour valider des points. Voilà, alors moi, je pars moins sur des enchaînements. On est en lycée, j'ai 2 heures. Voilà, enfin, et encore, hein, parce que moi, leurs passages peuvent être collectifs, c'est-à-dire ils peuvent enchaîner les passages collectivement pour faire une prestation de groupe. Mais non, non, alors la notion d'enchaînement, elle est super intéressante parce qu'en fait, ça inclut la notion de maîtrise. Des fois, le risque, c'est qu'ils n'osent pas, pour valider un enchaînement, ils vont diminuer leur niveau. Des fois, ils jouent la sécurité. Donc, pour avoir tous les points de maîtrise, ils vont des fois diminuer ce qu'ils proposent et on se retrouve des fois à ce que finalement, ils osent pas faire des choses plus difficiles et finalement, à la fin du cycle, ils font presque la même chose que le début. Mais ça peut se contrer aussi. Il y a cette part de combien vaut la difficulté par rapport à l'exécution. Et des fois, si on diminue un petit peu l'exécution, ça va les inciter à choisir plus de difficultés. Mais après, c'est un parti pris. Le parti pris de la maîtrise, d'un enchaînement réfléchi, mémorisé, enchaîné et maîtrisé, il est super intéressant également, hein. Donc, voilà. Après, c'est des choix. C'est des choix, c'est des sensibilités. Merci Marie. À la table, une réaction Je réagirai après. Bon, comme Vas-y. tu veux. Mais moi, je trouve intéressant, hein. On a eu différentes propositions ce soir, à tout niveau, et ce qui les regroupe, même si elles sont parfois un peu disparates, c'est qu'elles sont des réponses efficaces à un contexte donné. Et il n'y a pas de réponse. On ne peut pas dire la gymnastique, ça s'enseigne comme ça. Ça va dépendre de l'établissement dans lequel on enseigne, de la culture, des élèves qu'on va avoir face à soi, et parfois même aussi de la conception qu'on a de la gymnastique, voire des compétences qu'on a dans cette discipline. Et là, quelle que soit la proposition qui a été faite, c'est une proposition où on fait vivre à l'élève une tranche de vie de gymnaste. Même si la tranche de vie qui a été choisie par Marie, c'est pas la même que celle qui a été choisie par Mélanie, c'est pas la même que celle qui a été choisie. Voilà, mais c'est un choix didactique
qui permet de répondre au programme et qui permet, si on le peut, de mettre les élèves en réussite. C'est ça, c'est ça qui est le plus important. Voilà. Merci Benoît. Et moi, je Marianne. pense que en fait, c'est deux choix différents. Tout le monde est d'accord sur le fait de donner des prérequis qui sont obligatoires, qui est la posture en boule et l'ATR, l'alignement. On va dire c'est les deux gros. Et puis, soit pour enchaîner, soit pour faire un peu plus d'acrobatie et aller dans l'acrobatie. Les deux, moi je donnais toujours à mes étudiants les deux possibilités. Donner la base et après aller vers, en fonction de ce que vous sentez, en fonction de vos moyens matériels, ou vers l'acrobatie, parce que dès la 5e, on peut aborder le salto avant, tout en sécu. Et voilà. Après, ce qu'il faut, c'est, comme disait Marie, c'est faire attention à ce que les élèves ne perdent pas de temps, mais par rapport à l'exécution, parce que pour moi, au gym, c'est vraiment faire vivre, se renforcer la tête en bas sur les appuis manuels, faire vivre plus de choses. Alors, l'enchaînement, j'ai fait aussi beaucoup, hein, mais c'est vrai que presque j'étais obligée d'y revenir, moi, avec les étudiants, pour être plus acrobatique et jouer à l'acrobatie. Mais j'avais une salle spécialisée avec des moyens, voilà, du moyen matériel. Mais je pense que en plus, dans l'actualité, comme il disait Benoît, c'est qu'on a quand même beaucoup d'acrobatie. On a le breakdance qui est acrobatique. Tout devient plus acrobatique. Et ça intéresse. Et mais après, il faut que les collègues n'aient pas peur de mettre en place des situations, aient des connaissances sur les aides et parades, parce que à un moment donné, ça va devenir indispensable dans la démarche pédagogique. Et dans cette démarche pédagogique, il faut prendre en compte les réceptions et la phase active et du salto ou du renversement. Et ça, c'est vraiment super important. Merci beaucoup à tous les quatre et aussi à Serge Retchess avec Carnet EPS. Écoutez, j'espère que ce que nous avons partagé ce soir vous donnera envie de vous lancer dans la gym, d'oser l'enseigner. Alors avant de clôturer cette soirée, le kiosque, ce soir deux ouvrages. L'école de Barbiana, lettre à une enseignante aux éditions Agone qui a été publiée en 2022. Les élèves d'une ville en Italie, Barbiana, accompagnés de leur professeur Don Lorenzo Milani, écrivent une lettre à leur enseignante. Ce courrier des enfants exclus de l'école italienne dans les années 60 invite à une réflexion critique sur l'école publique. Une école qui laisse encore aujourd'hui beaucoup de monde sur le bord du chemin de l'acquisition de savoirs ambitieux. Nombre d'enfants, et principalement issus des milieux populaires, n'arrivent toujours pas à savoir un certain nombre de connaissances et de savoirs pourtant exigibles dans l'école. La France fait partie de ces pays en Europe qui accentuent les inégalités. Les dernières réformes de l'école, je pense à la réforme des lycées professionnels, mais aussi au groupe de niveau, ne font qu'accentuer cet état de fait. Cette republication, encadrée par un texte de Pierre Paolo Pasolini et de Laurence Decoq, vient discuter avec exigence le regard d'une école reproductrice de l'ordre social et notamment de la définition des savoirs. Le regard critique de Pasolini sur le projet d'école d'influence selon lui d'idéalisme concret qui cherche à renouer l'expérience scolaire du quotidien des élèves en minorant la culture qualifiée de petite bourgeoise. Une notation passionnante qui vient questionner le projet politique d'une école émancipatrice pour tous et toutes, qui ne pourra se faire en ignorant la culture dominante. Un autre ouvrage, cet ouvrage, un ouvrage de jeunesse, Je suis citoyen américain, de Wang Kim Ark, Racines du droit du sol, aux éditions Hong Fei. Il y a des livres de littérature jeunesse qui résonnent dans la vie des adultes et dans l'actualité. Ce livre raconte l'histoire de Wang Kim Ark, né dans une famille chinoise de San Francisco en 1873. Lorsque, adulte, on l'emprisonne comme étranger de retour d'un voyage en lui refusant l'entrée aux USA, il crie à l'injustice et ne comprend pas en quoi il ne serait pas américain. En 1898, la Cour suprême lui donnera raison. Depuis, quiconque qui naît aux USA acquiert de fait la citoyenneté américaine. Mais la campagne présidentielle américaine de 2016 et la dernière vient questionner cette réalité. Et la présence des étrangers et des sans-papiers est reposée aux États-Unis. Mais au-delà des États-Unis, elle se pose aussi en France, avec l'accès à la nationalité.
2 doubles pages dans cette documentaire complètent l'album en revenant sur le contexte de cette affaire ainsi que sur la situation en France. Un livre au moins autant politique que de jeunesse. Merci encore à nos invités, à nos éditeurs et rendez-vous dans quelques semaines pour Faut-il des barèmes mixtes en éducation physique et sportive. Bonne soirée! Ça veut dire quoi EPS?